tic-tac antique du réveil, goutte à goutte de l'évier qui fuit musicalement. Enfin, le robinet, une goutte qui tombe dans de l'eau, des bruits réels, le bruit de l'eau, le bruit du mécanisme de métal, d'un métal d'ailleurs qui colle aux mains avec son odeur désagréable. C'est le deuxième réveil pliant des années 50, 60, 70, je ne sais pas, qui me laisse sur les mains une odeur tellement désagréable que je dois me les laver. Et quand j'habitais à la roulotte sans eau courante, et que j'avais souvent trop peu d'eau, enfin que c'était mal commode, eh bien j'ai cessé de me servir de ce réveil pour cette raison. Petite pétrolette, puisque nous étions dans les années 70. Un courageux qui brave le plein cagnard. Oui, car il est midi. Enfin, pas midi juste, midi. Le milieu du jour. Les heures les plus chaudes. Enfin, sauf qu'il n'est pas midi solaire, c'est ça? Comment ça se fait que personne ne sait jamais dans quel sens c'est? Comment est-ce que c'est possible qu'on nous retourne aussi facilement le cerveau? Pour un calcul simple. Moins 2 heures, moins 1 heure, plus 1 heure, plus 2 heures. Personne ne sait jamais. Oh, à chaque fois Là aussi, on pourrait faire une petite carte préécrite avec la formule que nous sortons tous comme ça, accompagnée d'un petit geste de balayage de la main, pour dire que nous ne sommes pas doués, que nous n'avons pas compris le principe ou que ça n'est pas si important après tout. Au contraire, c'est important. C'est important cette manipulation du temps par rapport au soleil. C'est important pour quelqu'un apparemment. Mais ce qui est le plus sérieux, c'est notre incapacité à fixer notre esprit sur un problème simple pour arriver à une conclusion claire dont nous nous souviendrons facilement. Vous vous souvenez de ça? Non, c'est pas de notre époque, mais on a vu passer ça au titre de référence dans Tintin peut-être, ou des publications destinées à l'enfance d'il y a plusieurs décennies. Ces références aux problèmes que les enfants devaient résoudre sur les enfants ou même les adolescents, après quand ça se corsait, sur les trains qui se croisent et leur vitesse et leur distance. Et les baignoires qui se vident au fur et à mesure qu'elles se remplissent. Mes parents ont résolu des problèmes comme cela. Mais pas moi, c'était déjà passé de mode à l'école. On coloriait des polycopiés. Et maintenant, pour faire des dessins, ils colorient des espèces de trucs, des dessins au trait noirs, extrêmement stylisés, qui représentent essentiellement des licornes, peut-être même des objets technologiques. Grande chaleur sans une traînée. Les traînées viendront plus tard, je pense. Comme les jours précédents. Elles étaient assez discrètes. Les jours où il fait vraiment très chaud, c'est que nous n'avons pas de traînée, pas de couverture. En somme, oui, je l'ai dit, rien pour nous protéger des rayons dardants du soleil. Ardent, oui, mais dardé aussi, du mot dard, piquant. Eh bien, en Saône-et-Loire, les autochtones des campagnes utilisent cette expression ça pique pour dire que le soleil brûle. Ce n'est pas une expression spécifique qui voudrait dire que le soleil pique alors que d'habitude il brûle, quelque chose comme une brûlure plus cuisante. Non, non, c'est leur expression pour dire il pique le soleil. Parce que j'ai entendu ça, quelqu'un m'a dit oui, quelqu'un m'a dit que le soleil piquait. Ben oui, mais si c'est un ressortissant de la Saône-et-Loire ou de l'Ain, enfin je ne sais pas, c'est une expression. Il ne nous reste plus que ça comme différence de langue dans notre pays, des expressions, des restes de parler vernaculaire.
des campagnes essentiellement. Oui, parce que dès qu'on va en ville, on adopte quelque chose de beaucoup plus consensuel, culturel, culture de la culture dominante. Mais justement, la culture des campagnes était une culture qui ne devait rien à la culture dominante. Les modes des campagnes ne sont pas des modes qui changent. Ce sont des modes, au contraire, des modes, c'est-à-dire des manières de faire qui sont permanentes, comme le costume. Le costume d'Hébreuil n'est pas le costume de Chantelle. On a toujours ça en Suède avec cette façon de garder les costumes traditionnels et de les porter au jour de fête, de moins en moins. Mais dans le milieu de la musique traditionnelle, il y a encore un peu ça. Bien sûr, les costumes ne sont plus faits à la main, enfin plus tissés à la main. Enfin si, parfois certaines pièces, comme les tabliers à bandes de couleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des métiers à tisser, qui pratiquent ces arts-là. Couture, tissage, tricot, des choses très très avancées. Pas les pauvres trucs des années 70 tout déstructurés. Des pièces véritablement très belles comme nos aïeuls et bisaïeuls étaient capables d'en réaliser au crochet, à l'aiguille, aux aiguilles aussi. Donc c'est mode. Et mode veut dire façon, manière. Vous savez comment on dit en mode ceci ou en mode cela, ce qui ne veut vraiment rien dire. C'est une expression avec une rupture de construction très très approximative. Mais à la mode de quand, les tripes à la mode de quand? La mode de quand n'a pas changé depuis plusieurs siècles. Les tripes à la mode de quand, c'est à la façon du pays de Caen. C'est toujours la même chose. Enfin, plus ou moins, évidemment. Donc, les manières des campagnes sont quelque chose de permanent et qui appartient aux hommes qui vivent là où ils vivent. Avec des influences croisées, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit à une construction pyramidale de la société où toutes les impulsions viendraient du haut de la tête. La musique traditionnelle est la musique des gens. Bien sûr, elle ne sort pas de nulle part, mais elle ne vient pas du haut de la pyramide qui ruisselle jusqu'en bas. Non, ce sont les bergers, les artisans, les villageois, qui se font de la musique, soit le berger tout seul pour passer le temps, les chansons de toile, la musique à danser pour la communauté, la musique pour accompagner les enterrements, les processions, les mariages, les fêtes, et hélas aussi, oui, la conscription, le départ à la guerre. Quoique ce dernier type de musique est au contraire issu de la structure pyramidale. Oui, le tambour et tout ça, et la musique militaire, ce n'est pas une musique qui est créée par les villageois et paysans. Non, ce qui est créé, ça va plutôt être des musiques d'inspiration militaire pour des occasions locales. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ces guerres ont eu pour but caché de détruire toute la paysannerie, toute cette autonomie. Mais oui, l'autonomie vivrière, mais aussi l'autonomie de coutume. Comment on s'habille, comment on cultive, ce qu'on mange. Et la musique, bien sûr, la culture populaire, les contes, la culture orale et la musique de tradition orale. Toute musique de tradition orale n'est pas une musique futile pour danser et s'étourdir. D'ailleurs, la danse traditionnelle n'est pas une danse d'étourdissement. Elle n'est pas mystique, elle n'est pas astrale. Ces danses relativement codifiées sont des cadres à l'intérieur desquels la grâce de chacun, l'entente du couple ou la cohésion sociale du groupe éclate avec bonheur. Une ligne de bourrée à 2 ou 3 temps, avec d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. C'était comme ça à l'époque. Mon ami m'avait dit qu'on danse avec son vis-à-vis. Vous savez, on s'avance
Et on recule, comment veux-tu, on s'avance, on se recule, on se croise. Ça, c'est en tout cas la bourrée à 2 temps. Dans la bourrée à 3 temps, je crois qu'on ne se croise jamais. Enfin, je ne sais plus. La bourrée Morvandel, en tout cas, il y a plusieurs variantes. Mais dans ces figures, à l'intérieur de ces figures, qui réclament quand même une certaine conscience de soi, il y a aussi l'idée de danser avec le groupe. De danser non pas 2 à 2, mais de danser avec sa propre ligne. De ne pas être en avance ou en retard. De ne pas se singulariser à outrance. Comme dans un chœur. Quand on chante dans un chœur, on n'est pas censé écraser la voix des autres ou faire des effets de vibrato. Ça, c'est bon pour le soliste. Donc il y a une façon aussi d'être complètement à l'intérieur de soi-même, concentré, présent, et dans le plaisir de la danse et l'écoute de la musique, tout en étant tout à fait conscient de son vis-à-vis, de son partenaire de danse. Je rappelle que ce n'est pas une danse de drague sexuelle, mais plutôt quelque chose de l'ordre de la parade nuptiale. En tout cas, les danses comme la bourrée où on ne se touche pas. Mais il y a un contact visuel. Il y a véritablement un jeu de séduction. On pourrait dire désormais un flirt. Donc il y a cette conscience de soi, il y a cette conscience de l'autre et ce jeu avec l'autre. Et, dans le même moment, il y a cette conscience du groupe, de toute la ligne des femmes si je suis une femme, cependant que je danse avec mon vis-à-vis qui est un homme, et qui se meut au même rythme que toute la ligne des hommes. Ce n'est pas un renoncement à son individualité, c'est une volonté marquée de s'intégrer au groupe, plutôt d'intégrer la vie du groupe, d'être ensemble avec les autres, cependant qu'on a sa propre vie, son propre monde émotionnel. Ça n'est pas antinomique. Ce n'est pas le groupe qui prime, comme dans le mental de Ruche ou les sociétés extrême-orientales, et ce n'est pas non plus l'individualisme. Vous vous doutez que je n'étais pas du tout partie pour parler de ça. Ce sont mes grands dossiers qui me rattrapent. J'allais dire, expression toute faite, mes démons qui me rattrapent. Mais sont-ce mes démons ? Ou est-ce le fruit d'une réflexion que j'ai commencé à mener dès que j'ai repris plus ou moins la mainmise de mon esprit, vers 13 ou 14 ans ? Quand j'ai commencé à réfléchir pour moi-même sur les questions qui me préoccupaient moi, et pas du tout sur les questions qu'on présentait constamment à mon esprit, en famille ou à l'école, ou à la télé. Je viens de me découvrir une tique sur l'arrière du mollet. Ça alors ? Je pensais qu'il faisait trop chaud, qu'elle n'était plus là. Une petite. Et imprudemment, en me gratouillant sans la voir, j'ai détaché son corps. Apparemment, je l'ai cassé. Donc la tête est à l'intérieur. Juste à côté d'une espèce de petite boule que j'ai depuis fort longtemps. Un petit enquistement qui fait un petit truc rougeâtre que j'essaye de faire régresser à l'aide de diverses médications traditionnelles et détoxicantes appliquées localement, mais avec trop peu de constance, hélas. Elle s'est mise juste à côté. Intéressant, n'est-ce pas ? Il y a une branche de la médecine chinoise, pas une branche, mais disons un volet, qui s'intéresse aux points du système primovasculaire, aux points hors système des méridiens. Alors il y a quelques points qui sont connus, la cartographie des points hors méridiens, et puis il y a aussi, en fait c'est à ça que je pensais au départ, ce sont les points hachis, les points douloureux. Ce ne sont pas des points du système dit d'acupuncture, donc du système primovasculaire. Ce ne sont pas non plus des points connus hors méridien, comme certains autour des oreilles ou sur les oreilles, je ne sais plus, qui ne correspondent à aucun trajet de méridien.
Non, non, ce sont des points douloureux. Un point douloureux, ou alors une éruption même, rouge, un petit, je sais pas, un angiome, une tache de graisse, un truc comme ça, la surface de la peau, indique quelque chose. C'est intéressant tout de même. Ces points peuvent être douloureux ou même certains parfois non douloureux, quoique Hachi, je crois que c'est points douloureux, mais qui indiquent quelque chose. Là, au lieu même de la manifestation de la douleur ou de la stase, il convient d'agir par massage dispersif, par poncture, c'est-à-dire que mes points douloureux ou mes stases ne seront pas les tiennes. Donc en fait, non seulement nous sommes très individués, mais en plus ce qui est à l'intérieur de nous finit par se voir en se projetant à la surface, ce qui est le principe du système des méridiens. Parce que les méridiens sont sous la peau. Le système primo-vasculaire est situé dans les chairs, très près à certains endroits comme les poignets, les chevilles, et beaucoup plus profond à d'autres endroits. Donc on arrive à atteindre, entre guillemets, indirectement, d'où l'utilisation des aiguilles en métal. Il y a un effet certainement électromagnétique sur l'eau qui coule dans les microtubulures. On agit à distance, à partir de la surface de la peau, ce qui est quand même extraordinaire. De toute façon, nous voyons bien, quand il y a une jaunisse ou un truc comme ça, c'est la détresse du foie qui se rend visible à la surface de la peau. Oui, par la bile, oui, tout s'explique très bien. On peut trouver des explications, mais le fait demeure que ce qui est à l'intérieur finit par se voir à l'extérieur. Et c'est tout l'intérêt de ces médecines holistiques et traditionnelles, c'est que si on sait lire, on connaît exactement l'état des organes, que ce soit dans l'iris, le maillage lâche de l'iris ou les petits points, dans l'iris, la couleur, la forme de la pupille, oui, parce que la pupille peut se déformer légèrement, et puis tout ce qui est à la surface de la peau, les rides elles-mêmes. Les rides ne sont pas juste la marque de la vieillesse. Les rides sont un indicateur de comment certaines énergies, certaines forces fluctuantes du corps sont mal distribuées. C'est une vision beaucoup plus large et qui nous remet au centre de notre propre expérience. C'est dommage, nous ne savons pas lire les corps. Ah oui, c'est génétique. Ah, c'est génétique. Donc on a tout dit. Et comme pour connaître quelle est notre génétique, pour savoir quelle est notre génétique, il faut faire des analyses très poussées qui mettent en jeu une technologie très avancée. Encore une fois, nous sommes dépossédés du savoir dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la génétique qui commande, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire, en somme, la programmation ou la déprogrammation. Et ça, chacun est au centre de son expérience pour se programmer ou se déprogrammer, ou se reprogrammer. Quant aux soins à apporter au corps, si nous savions de quoi ces choses-là, ces petites disgrâces physiques, ou même ce que nous prenons pour la marque de l'âge ou de notre constitution, si nous savions à quel point cela signe de micro-détresse du système, eh bien nous commencerions sérieusement à nettoyer notre intestin, notre foie, avec des médications simples, qui en général sont incluses dans le répertoire classique de l'art culinaire de toutes les traditions du monde. Il n'y a pas que les tisanes, il y a les soupes et les plats, les hors-d'œuvre, les boissons. Tout ceci a été composé durant quelques siècles, oui, peut-être pas plus de 2 ou 3, allez savoir, mais par les populations elles-mêmes, avec les plantes dont elles disposaient. Et encore une fois, ne venez pas me dire que ça a pris des siècles, que les gens ont fait des essais, se sont empoisonnés, que c'est comme ça qu'ils ont réussi à savoir ce qui était poison, ce qui n'était pas. Non, pas du tout. Les chamans et autres, les sorciers, les gens, on peut dire, connectés, liés à l'astral, ou liés aux forces de la nature, aux forces éthériques,
comme le sont les animaux, ne s'empoisonnent pas. Ils savent ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger, parce que leurs ancêtres le leur ont dit, mais quand cela a-t-il commencé? Et les animaux se sont-ils empoisonnés avant de se rendre compte de ce qui était poison et ce qui ne l'était pas? Bien sûr que non, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer avec des mots. Alors comment se sont-ils communiqués qu'il ne fallait pas manger un truc s'ils en sont morts? Vous voyez, rien ne tient jamais la route dans cette histoire d'évolution. Non, non, il y a des sauts informationnels et les hommes, que ce soit les paysans ou les cultures aborigènes, donc des origines, ont toujours su ce qu'ils pouvaient manger et ne pouvaient pas manger. Ils ont toujours su ce qui avait une action. Mais je me suis encore égarée. Égarée? Ou peut-être que c'est là que j'allais sans le savoir. La journée est chaude. Vraiment chaude. Et heureusement que j'ai pris soin de fermer les volets dès hier soir parce que je me suis levée tard. Fort tard parce que je me couche fort tard. Oui, pour profiter des heures fraîches, où l'on peut avoir la porte ouverte. Car là, elle est fermée. Elle le restera jusqu'à ce que la façade soit dans sa propre ombre. Et encore, depuis un certain temps. Car la chaleur monte de partout. L'herbe que j'avais coupée un peu court, il est vrai, me demandant si nous aurions des temps de forte chaleur, mais l'herbe que j'ai coupée trop court a grillé et laisse sécher le sol. En effet, il vaudrait mieux ne pas couper l'herbe de trop, parce que la température au sol monte d'autant. Comme si on avait le crâne rasé ou une épaisse chevelure, ça fera une différence. Mais même une chevelure coupée court, mais pas rasée, rafraîchira davantage. Le jardin, les haies, les légumes, écrasés de chaleur. Et de l'autre côté de la route, là, derrière la haie maigrichonne, enfin la haie, cette espèce de truc qui fait moins d'1 mètre, au-delà du pré, au-delà de la ligne des premiers arbres, là sur le plateau, je considère le ciel, blanc, comme plein. Non, ce n'est pas de l'air, non, ce n'est pas de la limpidité de l'air, de la visibilité, non. L'air semble chargé, le ciel est plein de quelque chose. Ce n'est pas du gaz, ce n'est pas une sorte de plasma extrêmement volatile et lâche, non. C'est quelque chose de chargé, bien qu'on ne voit pas. On ne voit pas les particules, mais portant son regard au loin, et encore plus loin, et encore plus loin, on voit que des couches, des masses de quelque chose de semi-opaque s'interposent. La pollution. Ici dans l'Allier, la pollution. Ici, en milieu archi-rural. Mais pollution de quoi? Pour que cette pollution soit aussi uniformément répartie, il faudrait qu'elle vienne d'où? Du ciel, évidemment. Alors quand il n'y a pas la couverture nuageuse, nous brûlons. Et après ces épisodes de forts épandages, il reste quelque chose dans l'air. Lequel des deux est une protection? Lequel des deux est un poison? Oui, y a-t-il seulement une protection, bien sûr. Mais c'est un fait. C'est un fait que s'il n'y avait pas eu, dès le printemps, des épandages en cours de journée, nous aurions grillé tout l'après-midi, puisque dès le matin, le soleil était brûlant. Au fond, nous ne savons pas ce qui se passe. Non, nous ne pouvons pas être sûrs que c'est ce qui tombe du ciel qui fait griller les plantes. Peut-être est-ce juste le rayonnement solaire. Le rayonnement de notre soleil électromagnétique. C'est pas le nôtre, ce soleil électromagnétique
dont le rayonnement change de plus en plus vite. Il y avait des prophéties comme ça, sur le soleil, n'est-ce pas? Le soleil blanc, le soleil bleu. Non, je ne parle pas des prophéties, je parle de ce qui se passe. On ne peut pas regarder le soleil, même derrière les nuages, même au lever, même au coucher, sans en être fortement secoué. Qu'est-ce que c'était, rappelez-moi, que cette histoire du parasite qui vient du soleil? De quel soleil? Et quel parasite? Est-ce le soleil le parasite? Ce faux soleil? Cette fausse lumière qui brûle? Et bien sûr, s'il n'y avait pas le soleil, nos tomates ne pousseraient pas. Mais trop de soleil et voilà qu'elles grillent sur pied. Et si ce n'était pas ce soleil-là, qui est le père de la vie sur terre, avec l'eau bien sûr, soleil et eau, sinon il n'y a pas de vie. Mais trop de soleil et d'eau, trop d'humidité, c'est le terrain des moisissures. Regardez, en milieu tropical, les blessures ne guérissent pas. La vermine foisonne. Et si ce n'était pas ce soleil-là à qui nous devons la vie? Si ce soleil-là n'était que comme une de ces lampes que les drogués qui cultivent leur propre herbe dans un placard utilisent? Oui, ça pousse. Bien sûr, ça pousse. Mais ça n'est pas naturel. Peut-être qu'on peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles, en leurrant la vie. Parce que la plante qui pousse dans son placard, a-t-elle conscience qu'elle ne pousse pas au plein soleil? Certains d'entre vous vont répondre oui, d'autres non, évidemment. Mais qu'en savons-nous? Et où plaçons-nous la conscience de la plante? Alors nous-mêmes, si nous sommes en train de croître et dépérir à la lumière d'un dispositif technique qui nous est destiné, nous en rendrions nous-mêmes compte? Ah, ça se verrait. Ah ouais, parce que quand je regarde avec mon télescope et je fais des photos de la Lune, oui, je sais. Combien d'entre vous me l'ont déjà dit? Mais si tu photographiais un planétarium, t'en rendrais-tu seulement compte? Dans The Truman Show, le héros regarde le ciel, il me semble. Le ciel d'où vient la pluie. Le ciel avec ses étoiles, mais les étoiles ne sont que des projecteurs. D'ailleurs, quel est le projecteur qui tombe au début du film? Au début du film, tout début. Son premier réveil, c'est ça. C'est quelque chose qui tombe du ciel. C'est un projecteur. Et c'est le projecteur qui figure une étoile. Laquelle? Eh bien, il fallait faire un arrêt sur image, parce que c'est très peu visible. Mais comme tout bon régisseur écrit sur un morceau de scotch là, de Chatterton au marqueur, il écrit à quoi sert le projecteur, enfin une précision. Il a écrit, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier, Sirius B Canis, quelque chose comme ça. Sirius. Je crois que c'est l'étoile la plus brillante visible à l'œil nu, n'est-ce pas? Donc il y a un message. Ça lui semblait réel. Tout lui semblait réel, jusqu'au ciel. Toutes nos observations, au-delà de ce que nous pouvons tenir dans nos mains et voir à portée d'œil, toutes ces observations sont indirectes. Et de même avec la microscopie. Il s'agit essentiellement d'interprétation, à part la microscopie à balayage électronique. Mais là encore, c'est indirect. Bon, il y a moyen de vérifier quand on photographie au microscope à balayage électronique. Donc c'est un écho. C'est pas une véritable image, ce n'est pas une image optique, c'est une image électromagnétique retransmise. Mais on peut, par exemple, mettre une fourmi sous le microscope et une fourmi sous le microscope à balayage électronique et ce sera conforme. Alors, dans le cas de la microscopie à balayage électronique, on peut se dire quand même que c'est plus ou moins vérifiable. Et puis la chose qu'on met, à moins qu'elle soit vraiment de taille électronique, eh bien,
elle est presque observable, avec des moyens optiques. Jusqu'à une certaine taille, bien sûr. Quant à voir les électrons, qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir l'atome, je crois, après on peut plus voir. Ces choses-là existent-elles vraiment? Celles qu'on ne peut pas voir. Celles qu'on ne peut voir qu'avec une interprétation extrême. Existent-elles seulement? Ne pouvons-nous caractériser leur existence que indirectement? Ça semble être le cas pour beaucoup de choses, auxquelles on nous demande de croire sur parole au nom de la science. Réfléchissez-y. Croire sur parole au nom de la science. Croire à la science. Contradiction dans les termes. La prochaine fois qu'on vous rétorquera d'un air indigné, « Ah oui, alors tu crois pas à la science ?» Il faudrait faire remarquer à cette personne que croyance et esprit scientifique s'opposent en tout point, et que c'est généralement ce qu'on vous reproche. J'écoutais, et nous en reparlerons certainement, le dénommé Claude Tresmontant, qui était un collègue de ma mère, enfin un collègue bien plus connu, on peut dire qu'elle, et je me rends compte qu'il a fait plusieurs émissions en son temps dans la fin des années 80. Je sais plus quand il est mort début 80, des années 90, il me semble. Et c'est lui qui, qui dit que l'évangile de Jean ne suit pas les trois évangiles synoptiques et qu'il n'a pas été composé 2 siècles plus tard, mais qu'il a été composé au moment des faits, et que Jean était un grand prêtre, fils de grand prêtre en tout cas. C'est de là que ma mère tenait ceci, elle qui n'était pas au départ, et loin de là, une spécialiste des évangiles, mais Claude Tresmontant était un hébraïsant, enfin hébraïste, hébraïsant, ma mère aussi, donc ils avaient pas mal à se dire, mais lui c'était un théologien. Alors je ne sais plus s'il est protestant ou catholique, je me souviens plus exactement. Catholique, il me semble, catholique. Mais sur le sujet de la théologie, les protestants et les catholiques ont souvent beaucoup de choses à se dire. Je parle pas des fidèles de base, je parle des vrais théologiens. Donc lui il est théologien, mais c'est aussi exprimé sur la philosophie et l'univers. Ah oui, l'univers. Alors c'est pour ça que je suis un peu remontée. Il croit vraiment à toutes les découvertes qui ont été faites dans les années 60, 70, 80 sur l'univers. Donc il dit le spectacle de l'univers. En fait, il parle de la NASA, hein, plus ou moins, parce que de quel spectacle parle-t-il? Qui a le moyen de nous donner des images? Bon, des images toujours recomposées ou des images de rayonnement électromagnétique dont on peut absolument pas savoir si ça vient de l'univers ou pas. Bon, lui il n'est pas un spécialiste en astrophysique et il faudrait tenir entre 4 murs un bon paquet de spécialistes en astrophysique pour voir déjà à quel type d'obédience ils sont liés et comment ils font leur recherche et comment ils sont arrivés à être directeurs de recherche dans des endroits tellement fermés, si vous voyez ce que je veux dire, petit club. Oui, parce que on n'arrive pas là juste au mérite. On n'est pas directeur de recherche dans un centre universitaire juste parce qu'on a des bonnes notes, hein, si vous n'êtes pas au courant. Tous les postes comme ça enviés sont des postes entre guillemets politiques. Mais nous en avons déjà parlé de très nombreuses fois. Quoi qu'il en soit, il nous parle de ça, et il parle en fait, enfin, quelque chose que j'aurais dû savoir depuis si longtemps si on avait pris le soin de me le dire, quand mon frère faisait Kant, quand mon frère Emmanuel étudiait Emmanuel Kant, qui faisait ses études de philosophie, la critique de la raison pure, en fait, nous sommes toujours sur la lancée de la philosophie kantienne, même si nous ne le savons pas, et la philosophie d'Auguste Comte. Auguste Comte, le lycée où moi j'allais, mon frère et moi à Lyon, lycée Montaigne, se situe rue Auguste Comte, le fondateur de la philosophie positive, le positivisme. Alors le positivisme, ce n'est pas le fait de positiver, avec Carrefour je positive. Hein. Le positivisme est une doctrine philosophique. C'est pour ça quand les gens me disent le positivisme, je dis non, la positivité, le fait d'être positif, toujours positif. Voilà, mais pas le positivisme. Les gens ne savent même pas, enfin c'est à ça qu'on voit aussi si quelqu'un a un minimum de culture, et oui, de culture,
la façon dont ils emploient les mots. Parce que moi, je dis pas positivisme, même si je ne sais pas ce que c'est que le positivisme, je sais que ça renvoie à quelque chose qui n'est pas du tout le fait de positiver dans la vie de tous les jours. Mais ces glissements sémantiques sont très utiles pour affaiblir et affadir le langage et détruire la pensée. Ouais, parce que c'est compliqué la philosophie, donc c'est pas intéressant. Mais qu'est-ce que la philosophie positive? Est-ce que vous le savez seulement? Ben moi je le savais pas non plus. Eh bien c'est le scientisme. C'est l'autre mot du scientisme. Il n'y a de science que les sciences expérimentales. Nous avons été élevés là-dedans, et c'est tellement évident pour nous que nous ne songerions même pas à penser autrement. Sauf ceux d'entre nous qui ont versé dans l'astral, le subtil, tout ça, tous ceux aussi qui essaient de se défaire de ce carcan du scientisme sans savoir pourquoi ça les gêne aux entournures. Mais il faut se rendre compte que par exemple aux États-Unis, les États-Uniens qui sont très croyants, très bigots, très ceci, très cela, ils n'ont pas cette philosophie du positivisme qui a gagné toutes les couches de la pensée, à commencer par l'enseignement à l'école. Il n'y a de science que les sciences expérimentales. C'est quoi les sciences expérimentales? Eh ben, c'est la physique, la chimie, les mathématiques, etc. Les sciences où on peut faire des expériences. Et dans cette idée de positivisme et de néopositivisme, il y a l'idée que, et vous allez aimer ça, vous allez adorer même, le matériau de la vie, de l'univers est inerte et n'est pas conscient, ne contient pas de conscience. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'information dans le matériau de l'univers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que si on voit la conscience quelque part, c'est automatiquement l'observateur, l'expérimentateur qui a projeté sa conscience sur les choses. C'est comme ça qu'on nous parle de pareidolie, que quand on voit des choses comme par exemple les formes on pourrait dire de géants pétrifiés dans des chaînes de montagnes ou des choses comme ça. Moi je m'inscris en faux avec tout ça, hein, mais bon c'est pas grave. Ça ressemble aussi parfois quand même aux cadavres, aux cadavres momifiés de Pompéi. Il y a d'autres choses plus récentes aussi. Éruption volcanique, quoi que soient les volcans, ou armes dirigées, pétrification instantanée, fossilisation instantanée. On avait étudié déjà ces choses-là, possiblement. Hein. Ça pourrait être des trucs vraiment pas très clairs qui seraient passés. Ça ressemble. Ces choses qu'on voit à l'échelle macrologique, de montagnes, de chaînes montagneuses, de gros rochers, ressemblent à des têtes ou des corps d'hommes pétrifiés, sauf que ce sont des géants. Et on nous dit forcément c'est de la pareidolie, c'est-à-dire de projeter par la conscience une forme généralement anthropomorphique, à forme humaine, sur des choses qui sont par définition inanimées, qui l'ont toujours été, et il n'y a absolument aucune chance que ce soit autrement. Donc on nous fait toujours le coup de la pareidolie. Ou de dire que c'est nous qui avons mis de la conscience dans quelque chose. Un oiseau qui vient se percher sur votre bras, c'est tout à fait fortuit, ça ne peut pas être une forme de sa conscience qui le pousse à venir vers vous. Ça peut pas du tout être tout ça. Donc ça réfute toute expérience mystique, bien sûr, chamanique, astrale, ou de grâce divine, hein, parce que tout ce qui se passe qui n'est pas expliqué ne vient pas que du plus bas de l'astral, de la programmation astrale. Si on croit bien sûr au non visible, à l'astral, hein, si vous n'y croyez pas, vous allez avoir du mal. Hein. Si vous êtes scientiste et positiviste, ça ne vous posera aucun problème. Mais ce néopositivisme, ce scientisme nous dit qu'il n'y a de choses réelles que ce qui est en fait a priori dépourvu de conscience dans le monde qui nous entoure. La conscience n'est qu'à nous et c'est tout. Donc il y a des conséquences énormes de cette pensée scientiste qui a été mise à mal par l'expérience de la double fente, la philosophie quantique, mais et non pas kantienne. Hein. On a Kant d'un côté et Quanta de l'autre. C'est quand même assez fou. Je pense vraiment qu'on se fout de notre gueule. Et ça fait un moment que j'y pense à ça, hein. Bien que j'avais pas mesuré vraiment
ce qu'était la philosophie kantienne, de Kant, Emmanuel Kant. Donc Kant, c'est fin 18e, il me semble. Hein. Bref, il faudra vérifier. Donc en fait, ça nie complètement l'implication de l'expérimentateur et ça nie Dieu a priori. On en a parlé, hein. Enlever Dieu a priori du tableau. C'est-à-dire, on ne peut pas se poser la question, est-ce que Dieu existe? On se la pose que pour répondre non, hein, ça c'est bien clair. Mais on ne peut pas se poser la question, a priori, est-ce que Dieu existe? Ou est-ce qu'il est impossible que Dieu existe? Est-ce qu'il est impossible qu'il n'existe pas, etc. Tout de suite, on va écarter le truc. Non, parce que là, il est question de conscience et l'univers n'est pas autoconscient et nanana. Donc, c'est un matérialisme pur et dur, avec une pensée qui forcément sera entachée de matérialisme. C'est ça que j'appelle la pensée matérialiste. Ce n'est pas la caractéristique de quelqu'un qui veut des grosses bagnoles ou qui aime l'argent ou... Non. La pensée matérialiste, c'est une pensée en forme de triangle isocèle. Vous allez comprendre, avec la base vers le bas. La franc-maçonnerie prétend qu'on arrive à l'esprit par la matière. Et en fait, si vous réfléchissez bien, le scientisme, c'est exactement ça. On observe un univers qui est inerte et on en dégage des lois de la pensée. C'est une interprétation qui m'appartient, évidemment, hein, mais c'est ça le matérialisme. C'est la matière qui prime. C'est par la matière qu'on arrive à la connaissance. À l'inverse, dans la Rose-Croix, on a le triangle pointe en bas qui est « c'est par la révélation et l'expérience mystique », parce que c'est des trucs comme ça qu'ils font. Mais d'ailleurs, les francs-maçons aussi, mais à un certain niveau seulement. Alors que dans la Rose-Croix, on commence par là. Les méditations, les pouvoirs de l'esprit, qui doivent tout au pacte astral, hein, on est bien d'accord. Et en réalité, les deux doivent se combiner dans le sceau de Salomon, qui est l'un des attributs de la Rose-Croix, leur logo hein, aussi, enfin en partie, et qui est présent dans la franc-maçonnerie. En fait, tout franc-maçonnerie, Rose-Croix, tout ça, soi-disant, sont des obédiences différentes, mais et le luciférianisme et tout ça, le satanisme, mais en fait, ils vont au même endroit. Quand on arrive assez haut dans les degrés, peu importe par où on y est arrivé, parce on y apprend les mêmes choses et on sert le même maître. Donc ce double triangle, en fait, de la matière et de l'esprit qui s'interpénètrent, c'est une façon très belle de nous vendre la sauce, mais en réalité, il n'est question que de matérialisme et de magie. Il n'est pas du tout question d'élévation spirituelle. Pour l'élévation spirituelle, nulle voie rituelle n'est requise, nul logotype magique n'est requis. Parce que les sceaux, ça veut dire quelque chose qui est caché quand même. Hein. Le sceau de Salomon, le cercle magique, les sceaux, le sceau de Lucifer, toutes ces représentations engrammées, c'est de la magie. La croix catholique peut être utilisée comme un symbole magique. Et elle l'est par beaucoup de fidèles à leur insu. Chaque symbole est tellement fortement engrammé qu'à chaque fois que nous accoquinons avec les symboles, nous sommes pris par tout ce qu'ils véhiculent. Et même moi qui porte la croix au cou, hein, je porte la croix catholique ou la croix de Thésée, tout ça, je sais bien que je devrais pas le faire, dans le sens où ces symboles sont aussi autre chose que ce qu'ils affirment. Et comme de toute façon tout est double et engrammé, je choisis d'affirmer ce que signifie pour moi ce symbole et qu'il est un rappel de la droiture et de la charité. Ouais, les deux bras de la croix, ouais. C'est ça que j'y vois et que j'affirme. Et je l'affirme aussi dans un pays qui se déchristianise et qui n'a plus rien à mettre en face des valeurs de chaos et des valeurs d'une humanité de la deuxième dimension qui s'adonne à une religion dont la violence éclate à chaque page de leur texte dit sacré. Ouais, vous l'aurez reconnu, je pense. Non, toutes les religions ne se valent pas, mais ce n'est pas la religion qui importe. C'est la culture qui est induite par cette religion. C'est la culture qui a donné naissance à cette religion.
Alors bien sûr que non, je ne vais pas me convertir, puisqu'il s'agirait pour moi de renoncer à mon esprit et de faire preuve d'une forme d'obéissance. Donc c'est impossible. C'est impossible. Si celui que je vois volontiers intérieurement comme un sauveur, par son exemple, est quelque chose, un sauveur qui n'est qu'une valeur morale intérieure, intégrée à l'intérieur de moi. Si celui que je vois comme mon Seigneur et Sauveur a dit, parce que je me reconnais dans cette parole, hein, je suis la voie, la vérité et la vie, eh bien la vérité se cherche en prenant la voie qui mène à la vie. Mais chercher la vérité est une démarche intérieure. Ce n'est pas une démarche mystique, ce n'est pas une démarche collective, ce n'est pas une démarche purement intellectuelle, mais c'est une démarche qui ne peut pas être dénuée d'intellect. Chercher la vérité se fait au-dedans et au-dehors, avec toutes les parties de nous-mêmes, celles qui ressentent et celles qui résonnent. Ça se fait à son rythme. Et un catholique, un croyant qui s'était, je pense, réfugié dans la religion m'a dit « On peut douter de tout, bien sûr, il faut douter de tout. C'est un exercice intellectuel, c'est notre liberté, il faut douter de tout sauf du Christ. » Je dis « Mais non, non, tu ne comprends pas. Il faut douter de tout, y compris du Christ. » Et pour lui, ça l'avait mis dans un état d'angoisse. Il lui semblait que je blasphémais. Mais non, mais par amour du Christ, tu dois douter aussi du Christ, puisque qu'est-ce que c'est que le Christ? Il s'est défini lui-même comme la voie, la vérité et la vie. Il faut chercher la voie, la chercher soi-même. Donc il faut poser les questions. Chercher la voie et chercher la vérité, c'est presque la même chose. Il nous faut regarder autour de nous, il nous faut tourner notre attention à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous ressentons? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Il nous faut douter du Christ, il nous faut douter de ce qui nous est présenté comme le Christ, puisque le Christ est pure vérité. Il nous faut interroger ce qui nous est présenté comme la vérité partout pour découvrir le mensonge. Là où il y a le mensonge, le Christ n'est pas. Si notre démarche est celle de la recherche éperdue, la recherche amoureuse de la vérité, c'est en recherchant que nous trouvons le Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous l'avons trouvé. D'abord, c'est à lui de nous trouver. Mais nous devons le chercher. Nous devons chercher la voie qui mène à la vérité. Nous ne pouvons pas chercher et trouver le Christ sans chercher d'abord la vérité. Mais la vérité, dans ce plan-là, on ne va pas la trouver. On va trouver des bribes de vérité. Bien sûr que nous devons douter de tout, y compris de ce qu'on nous dit qu'est le Christ. Y compris et surtout si c'est lui que nous désirons le plus dans notre cœur. Et encore une fois, par le Christ ou Dieu, ce sont les valeurs de droiture, d'élévation, d'amour au-delà de tout émotionnel. Les valeurs qui élèvent l'homme, qui constituent pour moi symboliquement ce bras vertical de la croix, cette recherche d'élévation. Et cette recherche d'élévation, elle se fait pas seule, elle se fait comme quand on danse la bourrée pour retomber sur mes pattes, avec toute la ligne, avec son vis-à-vis, mais aussi avec toute la ligne et toute la ligne d'en face. Et ça, c'est le bras horizontal de la croix. C'est l'être humain. Et dans la croix catholique, ces deux branches sont inégales parce qu'elles représentent l'homme. Et à la croisée des deux branches, qu'est-ce qu'on a? Le cœur de l'homme. C'est le message d'amour. L'amour du cœur, pas l'émotionnel. L'émotionnel, il n'est pas dans le cœur, l'émotionnel, il est dans le ventre. Il est même dans le bas-ventre. Il est même aussi dans la cervelle, mais pas au niveau du cœur. Cette croix qui représente un homme avec les bras ouverts, un homme, un humain, c'est-à-dire homme ou femme. Cette structure, cet axe d'humain, les bras grands ouverts, comme le Christ rédempteur de Rio de Janeiro, elle est ce qui peut nous inspirer, cette croix. Droiture, élévation, c'est-à-dire un choix à chaque instant de choisir la vérité de nos sentiments, la vérité à dire à l'autre.
La vérité plutôt que le confort, la vérité plutôt que d'être accepté, la vérité plutôt que toute autre considération. Et la bonté, la gentillesse, ce qu'on appelle aussi parfois la charité, l'accueil d'autrui, l'ouverture à l'autre, la qualité purement humaine. Malheureusement, ceci n'est pas du tout la priorité de toutes les autres religions que je connais. Il n'y a que la religion chrétienne qui en fait une priorité. Que le sacrement est nul et non avenu si tu ne t'es pas d'abord réconcilié avec ton prochain, c'est-à-dire celui qui est à côté. C'est quand même pas rien. C'est marrant que une partie d'entre vous me trouve trop prêcheuse et trop catholique, et une partie d'entre vous me trouve, pour ces mêmes mots, totalement hérétique. Essaye de m'attirer à la conversion, dans une chapelle ou une autre. C'est vertigineux. Heureusement que vous n'êtes pas tous comme ça. Heureusement, il y a ceux parmi vous qui cherchent réellement et qui passent sur les mots que j'emploie qui ne leur conviennent pas, ou même les concepts, parce qu'ils comprennent qu'au-delà, il y a quelque chose de profondément humain et de la vie de l'âme, qui est ce qui nous rapproche. Nous, là, qui sommes ensemble, maintenant. Oui, maintenant où je parle, ce n'est pas le maintenant où tu écoutes, mais c'est le même maintenant, je t'assure. Parce que nous sommes ensemble. Nous nous cherchons, ou plutôt nous nous sommes trouvés parce que nous cherchions la même chose, avec les regards là-haut. Non, pas dans le ciel des traînées chimiques, là-haut, là-haut, là où il y a toute élévation. Non pas que je dénigre la terre qui nous porte, la terre nourricière. Non, je ne la déifie pas, mais la vie, l'œuvre de la vie, est la marque de la main de Dieu. Là où nous voyons la vie à l'œuvre, c'est dans le jardin. Quand même les légumes non naturels que nous avons semés pour notre subsistance poussent. Aux abords du jardin, ou dans la forêt, où des choses qui n'ont pas été semées poussent. Et parfois, au détour d'un chemin forestier, ou même au plus profond du bois, nous avons la joie de le voir apparaître. Lui, l'animal, l'âme de la vie sauvage, l'un des derniers héritiers de la lignée du vivant. Il apparaît, lui, sous la forme d'un chevreuil, d'un écureuil, d'un bousier parfois, ou d'un orvet. Il apparaît, là, le vrai visage de Dieu entre les arbres, qui sont aussi le visage de Dieu, de la vie qui crée de la vie, qui crée de la vie, qui crée de la vie, qui crée de la vie.